Thomas Dittrich, vous venez de publier Là où la terre est rouge. C'est un premier roman. C'est un premier roman, ouais. Alors, par rapport à ce premier roman, j'aimerais bien que vous nous disiez à peu près quel est son contenu et l'expérience qui a été la vôtre pour produire ce premier roman. Alors, Là où la terre est rouge, c'est l'histoire d'un jeune blanc qui s'appelle Icar et qui a abandonné ses études, qui est paumé ici à Paris. Et par une heureuse rencontre, il va rencontrer aux Invalides un général africain qui s'appelle Anténor. Et ce général va lui faire découvrir un peu les milieux africains à Paris, Château d'Eau, Château Rouge, Porte de Clignancourt, les milieux de la diaspora. Et ce jeune homme, il va se prendre d'affection pour le général. Il va trouver finalement dans ces milieux africains une seconde famille. À un moment, le général est nommé ministre dans son pays et il va l'emmener avec lui. Là-bas, il va occuper un poste assez élevé dans l'administration. Il va recevoir, ce jeune blanc Icar va recevoir des choses qu'il n'aurait jamais pu espérer ici. De l'argent, du pouvoir. Et il se rend bien compte que ce régime, c'est une dictature, qu'elle assassine des opposants, qu'elle réprime des manifestations. Mais, puisqu'il a acquis ce petit pouvoir, il ne va rien dire. Il va rester là. Il va tout faire pour conserver le peu qu'il a acquis et qu'il n'aurait jamais pu espérer en France. Alors, c'est quand même assez troublant d'avoir un peu cette expérience. C'est que vous partez en fait d'un fait quasiment réel, le romancier. Quel a été le déclic en vous disant que cette expérience peut faire l'objet en fait d'un roman? Alors, c'est vrai que moi j'ai une expérience en Afrique, je travaille en Centrafrique, dans l'administration centrafricaine pendant 2 ans. C'est vrai que je reprends des choses vécues dans mon roman, on parle toujours de ce qu'on connaît. Mais j'ai voulu véritablement faire la figure d'un anti-héros, un petit peu le symbole de tous ces jeunes blancs qui vont en Afrique et au contact d'une réalité pas toujours très rose vont littéralement péter les plombs. Ils vont connaître des présidents, des ministres et puis ils vont avoir un peu d'argent et ils sont prêts à toutes les bassesses, toutes les compromissions pour garder le peu de pouvoir qu'ils ont acquis. Alors c'est finalement le roman de quelqu'un qui découvre l'or finalement. Voilà. On peut dire c'est un Eldorado. C'est un Eldorado. Pouvoir, argent, femme, oui, tout ce qui s'ensuit. Ouais. Et comment on s'en sort en fait de cette folie Le problème c'est qu'il s'en sort pas parce que Icar, comme vous le savez, il va finir mal. Il va vers le soleil, toujours plus haut et puis à un moment le soleil fait fondre ses ailes de cire et puis il va tomber dans la mer érigée. Donc il n'y a pas d'échappatoire. Ça veut dire non seulement il va perdre son âme, mais à un moment il va prendre conscience qu'il perd sa vie. Et c'est toujours une fuite avant, puisqu'il sait qu'il y a le danger. Par exemple, à un moment, il y a une colonne de rebelles qui se précipite sur la capitale, Pendéré. Et Icar, il sent bien que sa vie est en danger, mais il ne part pas. Il reste. Parce qu'il sait que finalement, s'il retourne en France, il retournera à sa vie avant, sa vie de glandeur, d'asocial, et il n'aura plus rien. Alors, ne plus rien avoir, c'est pourtant le cas de beaucoup d'Africains qui quittent ce pays pour venir en France. Et là, nous avons le sens inverse de quelqu'un qui n'a rien en France, qui va tout avoir en Afrique. Voilà. Comment est-ce qu'aujourd'hui vous percevez en fait ce phénomène assez bizarre que certains ne comprendraient pas parce que pour les Africains, les Blancs, ils ont tout ici. Pourquoi doivent-ils aller en Afrique pour chercher quoi? Alors, je pense que déjà, ils n'ont pas tout ici. Je pense qu'il y a une grande misère en France et pas seulement dans les quartiers africains. Il y a du chômage. Et je pense qu'il y a véritablement, en tout cas en France, une sorte de fascination pour l'Afrique. Peut-être un inconscient colonial des fois qui nous pousse à aller vers le continent. On a une sorte... Voilà, l'Afrique, on connaît. C'est un peu une part de nous-mêmes, même si on n'a jamais été, même si notre famille n'y a jamais vécu, on doit y aller. Et puis derrière, il y a quelque chose de facile, c'est qu'il y a un accès beaucoup plus direct au chef d'État, au milieu du pouvoir qu'en France, forcément. Et il y a des Européens pas très scrupuleux, souvent, qui vont exploiter cet accès plus direct pour se faire de l'argent et puis perdre leur âme. Maintenant, l'actualité de la Centrafrique continue. Vous y avez été 2 années, vous êtes rentré en France. Nous parlons ici à Paris dans le cadre du 34e Salon du Livre. Et finalement, la Centrafrique connaît une histoire sombre en ce moment. Quel est votre regard aujourd'hui? Est-ce que ça reste dans la continuité de ce que vous avez pu vivre ou bien on est sur une autre dimension? Alors, c'est pas du tout dans la continuité, puisque à l'époque, c'est vrai qu'il y avait des troupes dans le nord, il y avait quelques mouvements rebelles qui s'apparentaient plus à des coupeurs de route qui existaient déjà, mais à Bangui, c'était plutôt calme, les gens vivaient en harmonie. Et même les chrétiens et les musulmans, il y avait des quartiers comme le kilomètre 5 où les gens se mariaient entre eux, montaient des affaires entre eux, chrétiens, musulmans. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'il n'y a pas eu d'émergence d'un conflit interconfessionnel. Il y a eu une armée de mercenaires, à savoir la Séléka, composée majoritairement de Tchadiens, de Soudanais, qui étaient musulmans, mais ça à la limite, c'était pas un problème, qui a été envoyée par un président extérieur, à savoir le président tchadien Idriss Déby, pour renverser le pouvoir de François Bozizé et faire régner la terreur. Ces membres de la Séléka ont commencé à massacrer la population, et notamment des chrétiens, ces chrétiens qui se sont montés en milice, les anti-Balaka, pour répondre. Donc on est parti d'un problème extérieur et qui est toujours basé sur les richesses, sur les ressources naturelles, parce qu'il y a un problème de pétrole. Les violences sont réciproques, que ce soit du côté des chrétiens. Tout à fait. Les chrétiens musulmans, je pense qu'il y a une course à la haine qui est dangereuse. Mais je pense aussi que
Ce conflit-là vient de l'extérieur. On va rester sur votre roman. Aujourd'hui, il y a une nouvelle administration en Centrafrique. Est-ce que vous pensez que ce pays va s'en sortir? Ça va être très compliqué. Parce que je pense qu'il y a des pays extérieurs qui ne veulent pas que la Centrafrique s'en sorte. Notamment les pays limitrophes, le Tchad, le Congo, qui ont des intérêts, notamment économiques, et qui ont toujours vu, et même la France, qui ont toujours vu un peu la Centrafrique comme une éponge qui absorbait les conflits, un petit peu les troupes des autres pays limitrophes, et qui n'avaient pas intérêt à se développer. Donc je pense que ça sera très difficile, mais je crois vraiment en l'homme, en la capacité aux Centrafricains, qu'ils soient chrétiens ou musulmans, à se réconcilier et à avancer ensemble pour bâtir une Centrafrique nouvelle. Là où la terre est rouge, c'est le premier roman de Thomas Dietrich, donc qui est sorti chez Albin Michel. Lisez-le, c'est une très bonne expérience d'un jeune blanc qui quitte son pays, la France, pour l'Afrique, Centrafrique, et qui finalement revient, se brûle les ailes et trouve son bonheur dans le vie de possible. Voilà, merci Thomas Dietrich. Merci à vous.